première vue, le Japon est un pays presque parfait, un leader dans le domaine de la robotique avancée, avec une culture riche et dynamique, un taux de criminalité remarquablement bas, la troisième économie mondiale, une population en bonne santé et des entreprises de renommée mondiale. Pourtant, sous ce vernis brillant se cache une réalité bien plus sombre, qui reste largement cachée au reste du monde. Il représente les millions d'une génération qui sont passés entre les mailles du filet de la société japonaise et isolés du reste du monde, sans emploi stable, sans relations significatives et sans chance de vivre une vie pleine et heureuse. Ils sont la génération perdue de près de 15% de la population du pays. Cette triste histoire symbolise la grâce déclinante du Japon, un présage inquiétant pour son avenir. C'est le côté sombre du Japon, mais pour comprendre la génération perdue, il faut remonter aux années 1980 mottes. À cette époque, le Japon, comme la Chine, était considéré comme le prochain géant économique qui supplanterait l'Amérique et prendrait la tête de l'économie mondiale. Cette opinion a été tellement répandue qu'elle a créé une certaine anxiété aux États-Unis et a ainsi conduit de nombreux médias à paniquer à l'annonce de l'ascension économique du Japon. Des articles mettaient en garde contre une invasion économique de Pearl Harbor, comme si le Japon allait racheter toute l'Amérique. Des films comme Die Hard, Soleil levant et Blade Runner ont capturé cette anxiété en décrivant les entreprises japonaises comme des forces mondiales destinées à conquérir l'Amérique et le monde. Cette inquiétude est née du miracle japonais, 3 décennies de croissance économique étonnante et ininterrompue. La source de ce succès réside dans le système économique unique du Japon, autrefois considéré comme supérieur au modèle occidental. Il reposait essentiellement sur une interdépendance étroite entre de solides alliances d'entreprises et le gouvernement japonais. Ces liens, appelés keiretsu, réunissaient les plus grandes entreprises japonaises qui détenaient des participations mutuelles et travaillaient à l'unisson pour assurer la prospérité et l'expansion de toutes. Chaque gouvernement japonais soutenait un keiretsu majeur en lui accordant un statut privilégié, notamment par des prêts importants de la Banque nationale du Japon, contrôlés par l'État, ce qui accordait à ces entreprises un crédit illimité et sans limite pour une expansion sans entrave à l'étranger. Dans le même temps, le gouvernement japonais imposait des barrières importantes à l'entrée des entreprises étrangères sur le marché japonais. Bien qu'un tel système soit malsain et injuste, il a indéniablement fonctionné. La bourse et l'économie japonaise ont prospéré, alimentant l'illusion d'un super-état économique inarrêtable. Les produits japonais étaient en plein essor, conquérant un marché après l'autre, et les gens ordinaires pensaient que travailler dur et avoir un diplôme universitaire leur garantirait un emploi stable dans une grande entreprise, c'est-à-dire une sécurité d'emploi à vie. Le Japon semblait invincible et tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que les choses tournent de mal. Jusqu'en 1991, le Japon avait connu 30 années de croissance économique sans précédent, le plaçant au 2e rang mondial, juste derrière les États-Unis. Au cours de cette période, les prix de l'immobilier et la valeur des entreprises cotées en bourse ont atteint des sommets vertigineux. À la fin des années 1990 cependant, cette croissance a débordé jusqu'à devenir dangereusement excessive, stimulée par la frénésie spéculative. Il était presque évident pour tout le monde que ce boom économique et la valeur toujours plus élevée des actifs ne cesseraient jamais. Pendant ce temps, à Domatir, la Banque du Japon avait continué à imprimer de l'argent et à en prêter généreusement à pratiquement tout le monde sans aucune considération pour l'objectif du prêt ou pour la fiabilité de l'emprunteur. Au cours des années 1990, la bourse japonaise s'est effondrée de 43% et les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche. Ainsi, l'éclatement de la bulle des prix des actifs a fait que les gens ordinaires avaient beaucoup moins à dépenser tandis que personne n'était suffisamment intéressé pour investir dans des entreprises japonaises. Cette situation a mis un terme brutal à la prospérité du pays. Dans les années qui ont suivi l'effondrement, des fissures ont commencé à apparaître dans le système économique japonais. Tout d'abord, il est devenu évident que les pratiques de corruption étaient endémiques dans les secteurs des affaires et du gouvernement japonais.
les dirigeants d'entreprises et du gouvernement étaient impliqués dans des affaires allant des transactions internes et des manipulations boursières d'un côté à la fraude et à la corruption pure et simple de l'autre. La libre circulation des prêts bon marché a également donné naissance à des centaines de sociétés zombies, des entreprises qui auraient dû faire faillite, mais qui ont été maintenues à flot grâce aux prêts garantis par l'État. En une décennie, l'image du Japon a changé. D'abord surnommé le tigre économique, il est aujourd'hui surnommé l'homme malade de l'Asie. Les récessions économiques sont courantes dans le monde entier, mais ce qui différencie celle du Japon des autres, c'est la gravité extraordinaire avec laquelle elle a frappé. Elle a dévasté toute une génération et des millions de personnes ne s'en sont jamais remises. Pourquoi cela s'est-il produit? Pour comprendre pourquoi, revenons à la culture de travail et d'embauche unique du Japon, sans doute la plus intense et la plus différente de tout autre marché du travail au monde. Une carrière en entreprise au Japon commence par un rituel de recherche d'emploi très structuré que les diplômés de l'université suivent une fois diplômés. De nombreuses entreprises, y compris les grandes keiretsu, n'embauchent que des diplômés récents et seulement une fois par an. Ces entreprises embauchent un grand nombre d'employés simultanément, les formant tout au long de leur carrière dans l'espoir que certains d'entre eux graviront les échelons pour devenir un jour des cadres. Bien que ces pratiques aient été considérées comme la norme universelle dans les années 1990, beaucoup d'entre elles restent courantes au Japon aujourd'hui. Ainsi, même s'ils offrent une sécurité d'emploi, ils laissent peu de place à la flexibilité, ce qui rend plutôt difficile l'adaptation des travailleurs ou l'intégration des personnes extérieures au système. Au Japon, l'emploi après l'université est une opportunité unique. Quand on est embauché, on est censé rester dans la même entreprise toute sa vie. Mais à moins de trouver un premier emploi, on est souvent mis à l'écart. La plupart des entreprises infobuchon ne vous embaucheront pas par la suite. Lorsque la bulle économique a éclaté au début des années 1990 et que le boom japonais a pris fin, ce système d'embauche a été perturbé. Pendant les années de croissance économique, il n'était pas si difficile d'obtenir un emploi même modeste dans une entreprise. Mais dans les années 1990, la plupart des entreprises ont tout simplement gelé complètement les embauches pendant presque une décennie entière afin de garantir un emploi à vie à leurs employés actuels. Finalement, les embauches ont repris au cours du nouveau siècle, mais à ce moment-là, trouver un emploi était devenu beaucoup plus difficile. Pour toute une génération de personnes diplômées dans les années 1990, il était trop tard. À ce moment-là, ils n'étaient plus des jeunes diplômés et les employeurs préféraient les jeunes diplômés à eux. Ces personnes, dont la seule erreur a été d'être nées la mauvaise année, ont raté leur chance et sont tombées entre les mailles du filet du système. Cette génération a été laissée pour compte, condamnée à passer le reste de sa vie à occuper des emplois temporaires, mal payés et à temps partiel. Cette période est connue sous le nom de l'ère glaciaire de l'emploi. Et les diplômés de cette période sont qualifiés de génération perdue. L'économie japonaise ne s'étant jamais complètement rétablie, de nombreux jeunes diplômés des années 2000 et 2010 se sont retrouvés à rejoindre leur rang. Collectivement, les 30 dernières années ont été qualifiées de décennies perdues. Bien que tragique pour les personnes concernées, cette situation a des implications de grande portée au-delà d'elle. La génération perdue a laissé une grande ombre sur la société japonaise, affectant ainsi grandement l'avenir de la nation. Aujourd'hui, une génération entière manque à l'appel sur le marché du travail. Il s'agit de la génération qui a actuellement entre 30 et 40 ans. Beaucoup vivent encore chez leurs parents et dépendent financièrement d'eux. N'ayant jamais eu de stabilité économique ni de carrière appropriée, ils n'ont jamais été en mesure de garantir les ressources nécessaires pour élever leur propre famille. Environ 15% de la population japonaise, soit près de 17 millions de personnes, sont considérées comme cette génération perdue. Normalement, les trentenaires et les quadragénaires sont censés être économiquement actifs, dépenser pour leur famille, leur logement, leurs prêts hypothécaires et leur voiture pour faire tourner le moteur économique de tout pays. Ce moteur s'est arrêté au Japon, il n'y a personne pour les remplacer. L'économie n'est pas le seul défi majeur du Japon. Le pays est également confronté à un phénomène connu sous le nom de super-vieillissement. Le Japon compte la plus forte proportion de personnes âgées au monde, avec près de 30% de sa population âgée de 65 ans ou plus. Et le pays vieillit plus rapidement que tout autre pays.
Cette tendance est en partie due à la génération perdue qui n'a jamais eu d'enfants. D'ici 2050, le ratio de personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler devrait atteindre 1 pour 1,3 au Japon, ce qui signifie qu'il y aura presque autant de personnes de plus de 65 ans que de personnes de 15 à 25 ans, 64 ans. Ce changement démographique constitue un obstacle important pour le Japon, qui pourrait servir d'exemple pour les autres pays. Les personnes âgées dépendent des impôts de la population en âge de travailler, mais ce système finira par devenir intenable. Au-delà des pressions économiques, la génération perdue a également contribué à un problème social croissant qui menace le tissu sociétal du Japon, les hikikomori. Ce terme désigne les individus, jeunes et vieux, qui s'isolent complètement de la société. Ils vivent isolés, évitant tout contact social et quittant rarement leur domicile, dépendant souvent du soutien financier de leurs parents. De nombreux hikikomori sont d'anciens membres de la génération perdue, des hommes aujourd'hui quadragénaires qui, n'ayant pas réussi à répondre aux attentes de la société japonaise, ont été déçus. Incapables d'obtenir un emploi stable, de progresser dans leur carrière ou de fonder une famille, ils ont choisi de se retirer complètement de la société. Au fil du temps, les jeunes générations les ont rejoints, malgré les opportunités d'emploi, car ils trouvaient le stress intense et l'environnement concurrentiel du Japon insupportable. Actuellement, près d'1 million de personnes au Japon souffrent de hikikomori et ce nombre continue d'augmenter. Le gouvernement japonais reconnaît les graves conséquences sociétales et économiques de la génération perdue et de l'augmentation du nombre de hikikomori. En réponse, il a mis en œuvre des mesures visant à réintégrer la génération perdue dans la société et à soutenir les personnes isolées. Malheureusement, ces efforts n'ont eu que peu de succès. Le problème sous-jacent provient de l'économie japonaise en difficulté et de la culture du travail rigide. Le marché du travail impose de longues heures de travail et impose une hiérarchie stricte, offrant peu de place à l'adaptabilité ou à la flexibilité. Cet environnement laisse de nombreuses personnes incapables ou peu disposées à réintégrer le marché du travail, perpétuant ainsi le cycle de l'isolement et du détachement social. Au Japon, de nombreux jeunes déclarent travailler jusqu'à 19 heures par jour selon leur employeur. De plus, de nombreuses entreprises continuent d'adhérer au modèle de l'emploi à vie en embauchant seulement une fois par an et en promouvant exclusivement en interne. Ce système inflexible ne laisse aucune place aux pauses ou aux secondes chances, piégeant des millions de personnes sous ces exigences incessantes. Alors que de plus en plus de jeunes luttent pour s'en sortir et finissent par abandonner, le nombre de personnes exclues de la société continue de croître. Au-delà de ces défis économiques et sociaux, le Japon est également confronté à la présence persistante de l'une des organisations criminelles les plus infâmes au monde, les Yakuza. Ce réseau criminel hautement organisé est composé de familles et de clans qui fonctionnent selon leur propre code de conduite et appliquent des sanctions strictes. La hiérarchie et la discipline rigide du groupe lui ont permis de perdurer pendant des siècles. Les origines des Yakuza remontent à l'ère des samouraïs au XVIIe siècle. Au fil des ans, l'organisation a évolué en même temps que l'évolution de la société japonaise, conservant son influence et consolidant sa réputation d'organisation criminelle parmi les plus redoutées au monde. À l'origine, connus sous le nom de Bakuto, les individus qui se livraient aux jeux de hasard et agissaient en dehors de la loi ont commencé à former des groupes appelés Ninkyo Dantai, qui suivaient un code d'honneur similaire à celui des samouraïs. Ces groupes ont fini par être connus sous le nom de Yakuza. Au fil du temps, l'organisation a gagné en puissance et en influence grâce à des activités telles que l'extorsion, le trafic de drogue, les jeux de hasard illégaux et même le meurtre. Aujourd'hui, les Yakuzas existent toujours, mais leur pouvoir et leur influence ont considérablement diminué en raison de plusieurs facteurs, notamment la pression gouvernementale, des lois plus strictes et la modernisation de la société japonaise. Bon nombre de ces activités légales et illégales ont été gravement touchées et de nombreux dirigeants ont été arrêtés. Cependant, les Yakuzas restent enracinés dans certaines parties de la société japonaise, en particulier dans les domaines plus traditionnels. Ils ont également évolué pour s'adapter au temps moderne en s'impliquant dans des activités telles que le commerce immobilier, le marché du divertissement et les jeux de hasard légaux.
Son code d'honneur continue de faire partie intégrante de son identité, la loyauté envers la famille et le clan restant une caractéristique distinctive. Si vous voyagez au Japon, vous n'avez pas à craindre de devenir une victime des yakuza, car ils n'affrontent généralement pas le citoyen moyen ou la police directement. De nos jours, ils sont plus subtils, plus particulièrement dans des secteurs tels que l'immobilier, les affaires et les boîtes de nuit, où ils peuvent facilement fournir des services d'infiltration liés à la prostitution. Cette activité illégale est désormais devenue un problème majeur, alimentant une grande partie de l'économie du marché noir du Japon. Afin de comprendre cet aspect de la société japonaise, nous devons d'abord considérer ses principales victimes. Nous trouvons souvent des jeunes femmes distribuant des prospectus dans les rues japonaises pour attirer les clients des cafés, des restaurants et d'autres points de vente. Bien que cela puisse ressembler à un stratagème marketing standard, les yakuzas impliqués tirent souvent les ficelles en coulisses. De nombreuses boîtes de nuit ainsi que d'autres établissements de divertissement et de restauration servent de façade commerciale légitime pour des actions illégales telles que la vente de services sexuels. La plupart des escroqueries impliquant ces établissements touchent là les étrangers ou gaijin. Si vous marchez dans les rues du Japon, soyez très prudent envers les personnes qui vous proposent des services. D'autres escroqueries courantes incluent l'escroquerie au don, dans laquelle les gens demandent de l'argent pour soi-disant aider une cause, et les chasseurs de gaijin, des japonaises qui ciblent les étrangers fortunés. Les femmes les fréquentent et fréquentent les bars et les fêtes, les persuadant de leur offrir des cadeaux coûteux et de faire des achats coûteux avant de disparaître. Une autre escroquerie courante concerne les boissons à bas prix. Au moment de payer, ils facturent matendetteur soudainement des tarifs astronomiques et laissent mettre les clients dans des situations compromettantes. Les employés de ces endroits sont souvent payés pour inciter les clients à boire beaucoup. Et s'ils sont confrontés à un refus de payer une facture gonflée, les propriétaires ont parfois recours à l'intimidation et même aux menaces physiques. De telles escroqueries sont largement signalées par les étrangers vivant au Japon. Et beaucoup d'entre elles peuvent être indirectement attribuées aux yakuzas eux-mêmes. Cependant, l'activité illégale la plus célèbre et la plus lucrative des yakuzas est, bien sûr, la prostitution. Les quartiers chauds du Japon sont les points focaux de cette activité, rapportant d'énormes sommes d'argent aux caisses de l'organisation. Le quartier le plus connu de ces services est sans doute le quartier rouge. Les activités illégales sont souvent masquées par des salons de massage et des restaurants. Parmi les femmes impliquées, très peu sont japonaises, mais ont été victimes de trafic depuis les pays pauvres d'Asie du Sud-Est, sous de faux prétextes de meilleures conditions de travail. Il est important de comprendre que les yakuzas ne sont pas la seule faction au sein du commerce illégal de la prostitution. Les cas vont des femmes victimes de trafic depuis les pays voisins aux étudiants vendant leur corps juste pour récolter de l'argent pour leurs études. De ce point de vue, on peut se rendre compte que le Japon n'est pas non plus un pays idéal, contrairement à ce que prétendent la plupart des gros titres. Comme pratiquement tous les autres pays du monde moderne, le Japon a également son lot particulier de problèmes considérables, à la fois en termes de phénomènes sociaux et de crimes organisés. Maintenant, faites-moi part dans les commentaires d'autres problèmes ou escroqueries concernant le Japon que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt pour notre prochaine vidéo.